Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'accueillir chez vous votre émission sur l'environnement Sàmm Li Ñu Bokk. Ce 8 juin, le Sénégal, à l'instar des autres pays, a célébré la journée mondiale des océans. Prétexte choisi pour nous rendre à Bargny, ville menacée par l'avancée de la mer. Dans son grand boubou raftan de couleur blanche, Ibou Dia vient régulièrement à la plage rencontrer des amis. Pourtant, il y a moins de 2 ans, il avait sa maison les pieds dans l'eau. La houle est passée par là, emportant avec elle sa demeure. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que ses souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire. ma kër ngi ma jabar doon jaay ndekki fii jour bi mooy jaay ndekki dama ko déplacé kii ji day yaaw tey nanguwul benn bi naa caw moo ñëw MC nga xam ne ma dem gindal force la sa wax dëgg la dafa ci table ji rek mën a bëpp tabax gi ne bëpp bi mu ne bëpp ànd ak kër bi ànd ak 5 adroit yëpp yóbbu ko bool yi à fauteuil noonu la daanu kër gi yëpp la nangu si benn jour dernier jour bi te nangu boobu du kër rek ak kër yi bari ñi yëpp la nangu à Yara waaw ak caare am mbaaw kër yi ba lépp yëpp la nangu mu yaaxule ba mujjee mu gën a garaaw si yaaxule waaw. Pas besoin aujourd'hui d'être savant pour savoir que la mer avance à pas de géant et cela inquiète les riverains. mais mosul dañ di ñëw naka jekk day ñëw ku dëkk fii juddoo fi yoroo fi màgg fi yàgg fi xam na ne géej gi mosul dañ di ñëw day ñëw rek. avancement bi muy avancé gaaw gi mu gaaw par mètre yi muy dugg par yàq te xamul nu mu mel tout Bargny Gueye est menacé parce que lii ñëw te arrêté wul amul dara lu ko téye day ravager rek daaw janvier passé boogu ay néegi gi fii yëpp ale woon ay néeg ani moom tey dara. Selon une récente étude américaine publiée, si rien n'est fait dans 10 ans, Bargny sera rayé de la carte du Sénégal. L'étude a montré que d'ici 2025, le niveau de la mer va augmenter d'1 mètre. Et là, c'est toute la frange côtière de Bargny Gueye qui va disparaître. Bon, on a calculé sur 280 maisons qui vont partir. Donc c'est tout le Bargny Gueye qui va partir parce que le niveau de la mer va augmenter et les tempêtes aussi vont augmenter. C'est la notion américaine qui dit le sea level rise. C'est-à-dire d'ici 2025, c'est sûr que bon, là, si rien n'est fait, c'est-à-dire que la mer va avancer et va augmenter de niveau à tel point que toute la zone qui est en zone basse va disparaître. Des centaines de maisons ont été englouties, emportant avec elles une bonne partie de l'histoire du village. Si kër gi la bokkoon bon ay daaraa ngi fi woon ay école ngi fi woon kër ak famille la woon je peux dire que lu mat juróom benni boroom kër jóge nañu fii si kër gi dem toxu ju si kaw kër ak famille la woon parce que ay paani dugub lañu daan soxla ngoon xam nga ne kër gu mag la woon encore en plus mu amaat ay daara loolu lépp disparaître na ko amul sécurité parce que lii kenn mënu kaa miire boo miiree tey bu subaa géej gi avancé waat daanelaat ka da nga am budget boobu kuy wax loo jox sax njaboot ñu lekk doo am budget boo xam ne dooy chaque 1 an nga miire. C'est pourquoi les regards et l'espoir est aujourd'hui tourné du côté des autorités si l'on veut éviter le même sort à des milliers de personnes encore menacées et qui ne trouvent plus le sommeil. Il y a urgence, même si on doit faire des brise-lames ou bien même un système de ralentissement de la mer, ce n'est pas la solution qu'il faut. Parce que la solution réelle, c'est plutôt le déplacement des populations pour laisser une frange de la plage pour au moins diminuer le flux de la mer. Milliards yi muy def ci yeneen nañu jàppale defal ñu ay brise-lames ou bien ay digues de protection parce que Bargny soxla na. L'horizon semble encore obscur pour ces populations car aucune initiative allant dans ce sens n'est encore envisagée ni pour la construction de digues ou de brise-lames par les autorités à qui ces dernières lancent un cri de cœur. Voilà, le débat est campé. Pour en parler, on a autour de ce plateau Monsieur Ahmed Sangouri, directeur du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et maritime, le PRCM. Monsieur Sangouri, bonjour. Bonjour. De l'autre côté, nous avons le parlementaire Cheikh Omar Sy,
secrétaire exécutif du REDPEX. Bonjour. Bonjour. Et Madame Woré Gandasek, qu'on ne présente plus, directrice de Green Sénégal, maire, adjoint au maire de la ville de Bargny et par ailleurs membre du Conseil économique et social. Bonjour Madame Seck. Monsieur Sango, en fait, le reportage que nous venons de voir est assez effrayant. Parce que voir des gens du jour au lendemain perdre leur maison et tout, perdre tout leur bien par l'avancée de la mer, apparemment on dirait qu'ils n'ont pas été assez sensibilisés sur les phénomènes de l'érosion côtière. Oui, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer sur ce phénomène, qui est un phénomène malheureusement appelé à se répéter plusieurs fois dans l'avenir, quand on voit le rythme de développement de la zone côtière et de son urbanisation, et qui se répète aussi dans d'autres pays, comme ici au Sénégal. Rien que dans notre sous-région, nous avons en Gambie déjà des zones érodées. Nous avons en Mauritanie des sites aussi menacés par l'érosion côtière et l'inondation, notamment la capitale Nouakchott. Donc le problème est lié à plusieurs phénomènes, à la fois naturels, mais surtout anthropiques. Les constructions depuis les indépendances ont été réalisées souvent sans étude d'impact préalable, n'ont pas tenu compte de la sensibilité du littoral, de la dynamique des sables, surtout dans les zones sableuses, et la nécessité de préserver cette dynamique et cet équilibre. On construit souvent des ouvrages qui bloquent la dynamique sédimentaire et donc qui engendrent des déficits de sable dans des zones, d'où l'érosion côtière, d'où donc les destructions et les inondations. Malheureusement pour les populations, elles subissent cela parce qu'il n'y a pas eu de planification aussi. Le manque de planification, d'aménagement, de plans d'aménagement appropriés qui tient compte de l'ensemble de ces facteurs, risque de les mettre souvent donc face à ce genre de situation où ils perdent d'un moment à l'autre leurs biens à cause d'une houle ou à cause d'une érosion intense suite à l'élévation du niveau de la mer, au changement climatique, ou tout simplement à cause d'une tempête dont on ne maîtrise pas malheureusement. Mais ce qu'on maîtrise, c'est de planifier, c'est d'anticiper, c'est de limiter les constructions dans le domaine public maritime, c'est d'avoir une réglementation appropriée pour les constructions et c'est d'avoir une sensibilisation aussi des populations qui sont appelées à construire dans ces zones. Madame Seck, on se souvient de la houle de août 2015 qui a amené le Premier ministre à se déplacer, aller voir la population de Bargny et promettre la mise en place d'un plan d'action d'urgence des villes côtières. Où est-ce qu'on en est? On attend jusqu'à présent que ce programme soit élaboré ou exécuté. Mais avant ça, il y a eu des exemples. Par exemple, à Tchaoulène, avec le fonds d'adaptation, où on a sur 700 mètres construit une digue avec le ministère de l'Environnement. Et cette digue est un exemple. Parce que quand il y a eu la houle le 27 août 2015, la population de Tchaoulène a quand même été protégée. Alors qu'à Bargny, on a perdu quelque chose comme 45 maisons. Et c'est notamment que le Premier ministre est venu visiter la zone côtière pour voir le désastre qui a été causé par la houle et pour un peu soulager les populations. Mais nous estimons que des actions concrètes doivent être faites. Oui, mais quelque part, on sent que la population n'est pas tellement au fait des dangers qu'il encourt en vivant là-bas et en interdisant qu'on fasse certaines digues. Parce qu'il y a un des pêcheurs qui nous a expliqué que la faute est certes de l'État, mais c'est partagé. Certains pêcheurs qui ne sont pas prêts à accepter qu'on mette une digue là-bas à Bargny. Alors ça, c'est un énorme problème. Est-ce qu'ils sont assez sensibilisés sur ça? Je pense que dans tout projet, il y a un volet accompagnement, un volet information, sensibilisation, communication, qui permet, n'est-ce pas, de faire passer le message. Quand il y a eu la digue de Rufisque, c'est à nous, Green Sénégal, qu'on avait confié ce travail. On est rentré dans toutes les maisons.
150 maisons de Tchaoulène pour les sensibiliser. Et à Rufisque, s'ils acceptent, à Bargny, ils doivent accepter aussi. Parce que vous avez parlé du quartier Ndiaga Samba, ou Ndiagne, ou Ngounou, ou Minam. Et moi, mon père est de Ndiaga Samba. Ça veut dire que nous, notre maison n'existe plus à Ndiaga Samba. C'est 100 mètres de rivage que nous avons perdu, qui a été englouti par la houle. Alors, le pêcheur n'a pas accepté ou ne pas accepté devant la survie même de sa famille, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, c'est une concertation. Certains vous diront que les pêcheurs, ils doivent déménager, d'autres vous diront qu'ils doivent accepter, mais nous sommes de l'Ébou. C'est difficile, nous vivons avec la mer. C'est difficile pour nous de déménager. Nous déménageons seulement quand il y a des 3 pans de mur qui tombent dans la mer et qu'il reste un seul. C'est ça le... Merci. Monsieur Sy, vous en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour aider ces populations-là? Vous savez, dans les cas de figure-là, on rappelle toujours qu'il y a cette loi sur le littoral. On court derrière cette loi-là, ça fait plus de 3 ans, 4 ans qu'on est à l'Assemblée nationale, et cette loi-là a été initiée bien avant nous, avec une coproduction avec le REPES et le gouvernement, mais à l'heure actuelle, cette loi-là ne voit pas encore le jour. Et vous voyez le désastre sur le littoral. Particulièrement pour Bargny, Tchaoulène même, on a une digue là-bas, mais particulièrement pour Bargny, comme M. Senouri vient de le dire, il faut bien travailler à sensibiliser les populations, à pouvoir faire des travaux, à repousser, à essayer de limiter les dégâts, parce que dans le documentaire, comme on l'a vu, d'ici 2025, si on ne fait rien, une partie de Bargny mer va disparaître. Donc il faut que l'État, aujourd'hui, avec les changements climatiques, avec tout ce qu'on a comme défis environnementaux, prenne cet aspect important de l'environnement et prenne des mesures essentielles en augmentant d'abord le budget du ministère de l'Environnement, à travailler avec des partenaires. Nous avons PRCM, nous avons Green Sénégal, vous avez MAVA et d'autres qui peuvent venir en appui avec des techniciens pour renforcer la protection du littoral, surtout aujourd'hui au niveau de Bargny et sur ce littoral-là. Je ne parle même pas du côté du littoral au niveau de Dakar, mais le littoral aujourd'hui qui est le plus touché, c'est Bargny, Joal, et du côté de Tchaoulène, sur cette côte-là, il faut nécessairement une politique pour protéger. Si vous allez jusqu'au niveau de Somone même, vous avez des plages qui ont complètement disparu. Et donc, d'ici quelques années, d'ici 2025, vous aurez toute cette population-là, soit elle sera déplacée à l'interne, soit elles seront obligées de faire une migration non maîtrisée parce que l'État n'a rien planifié. Il faut une planification dès à présent sur les 30 ans à venir, comment on va réaménager le littoral, mais surtout prévoir des sites de recasement pour ces populations-là. Il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière minute pour faire des déménagements d'urgence. Donc nous, notre plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour l'heure actuelle, premièrement, c'est qu'il faut voter la loi sur le littoral. Deuxièmement, il faut une politique d'aménagement du littoral pour savoir aussi aujourd'hui comment ce domaine public maritime doit être géré par les populations, par l'État et par les collectivités locales, comme les premiers adjoints au maire. Troisièmement, maintenant, c'est prévenir, avoir une politique vraiment sur le long terme, comme on parle d'un pays d'émergence, sur comment vraiment rendre le littoral économiquement rentable, sans pour autant détruire l'environnement, mais plutôt protéger l'environnement là. Ça, un État doit travailler ça dans le long terme, avoir une vision avec le panel. Il y a le fonds vert aujourd'hui, il y a des initiatives, il y a à travers la COP21, mais pour nous, l'urgence, c'est de trouver des solutions pour les populations qui vivent sur ce littoral-là. Certes, il y a l'avancée de la mer à Bargny, mais en plus de l'avancée de la mer, on ne peut pas parler d'érosion côtière sans parler du côté sanitaire, oui, avec la pollution. Oui, effectivement, elle a l'occasion de la journée mondiale des océans nous a été offerte pour parler de l'ensemble des problèmes que rencontre la zone marine et côtière. Il y a effectivement l'érosion qui est visible, mais il y a aussi la pollution marine, la pollution liée au déversement des déchets depuis la terre, liée aussi aux activités industrielles et de transport maritime. Il y a la surexploitation des ressources halieutiques parce que les populations peuvent ne pas quitter à cause de l'érosion côtière, mais s'il n'y a plus de ressources, ils seront obligés aussi de quitter, et même de ne pas rester au Sénégal, ils vont aller très loin en Europe. Et ça, c'est plus grave d'ailleurs.
Il y a évidemment les changements climatiques dont on n'est pas responsable, mais il va falloir trouver des moyens d'adaptation. Il y a beaucoup de problèmes, la dégradation de la biodiversité, notamment les habitats, la mangrove, qui est donc un habitat très important au Sénégal, à la fois pour la pêche, mais pour les autres activités. Et quelle est la politique du PSM par rapport à ça? Nous, comme je l'ai dit, nous mettons à disposition des outils d'aide à la décision, à la gestion. Nous mettons en place des cadres de concertation des acteurs pour trouver les solutions, pour trouver des terrains d'entente, parce qu'il y a aussi des conflits d'usage entre les acteurs. Je pense que le rôle de la société civile, c'est d'appuyer les gouvernements dans leur politique qui vise à une gestion durable du littoral. Et comme l'a dit l'honorable député, la première mesure serait d'avoir une loi littorale au Sénégal. On ne comprend pas que le Sénégal est assez avancé dans beaucoup de domaines, alors qu'une loi littorale pour un pays côtier comme le Sénégal n'est pas encore promulguée. Je pense que c'est une priorité. Évidemment, elle doit être accompagnée de plans d'aménagement du littoral, d'obligations à des études d'impact de l'environnement pour tout aménagement. Et là, on est en train de parler du développement du secteur des hydrocarbures, avec les découvertes en gaz. Et ça, ce sont des éléments qui dépassent largement nos capacités. Donc, il faut vraiment anticiper les risques liés à ce développement de ce secteur, mais liés aussi à la dégradation de nos ressources halieutiques. Et je pense que là, ce que nous, on peut apporter, c'est renforcer les capacités, aider à mettre à disposition des outils, créer des cadres d'échange, d'expérience avec les autres parties du monde qui ont déjà eu à travailler sur ce genre de problème et continuer à sensibiliser les acteurs à la fois gouvernementaux mais de la société civile pour trouver donc des solutions pour ce genre de problèmes et anticiper tout risque dommageable pour le littoral et pour les communautés. On ne peut pas parler de l'érosion côtière à Dakar sans parler du littoral de la corniche de Dakar, qui quasiment n'existe plus. Les constructions on ne voit plus la mer, les gens ne peuvent plus en bénéficier. Et pourtant, vous avez lutté contre ça, monsieur le parlementaire. C'est le plus grand défi pour nous aujourd'hui, parce que ce soit moi, que ce soit Woré et d'autres acteurs du littoral, le PSM, d'autres, une plateforme large. On a été très solidaires dans ce combat-là contre l'érection d'une ambassade sur toute la terre qui est sur le littoral. Mais malheureusement, depuis lors, le président de la République lui-même s'est engagé à rendre un terrain sur le littoral. Le président de l'UOMA, Hachimari, a rendu un terrain sur le littoral. Et d'autres acteurs discrètement l'ont fait. Mais en même temps, nous constatons qu'il y a un acharnement sur le littoral avec des constructions tout azimut. Il y a une clinique qui est en train d'être construite sur le littoral, en haut sur les falaises. Vous avez Wami sur le phare, comme je le rappelle, des Mamelles. Vous avez aussi bien dans l'axe à l'intérieur, vous allez voir des maisons qui sont entre et des R plus 2, L plus 3. Et vous venez de le dire, c'est une question de santé publique, un problème réel, mais surtout c'est un accaparement qu'on ne comprend pas. Et vous allez dans tous les pays de la sous-région généralement et dans le monde, mais le littoral est protégé parce que le littoral est du domaine public. Donc tout le monde doit y bénéficier. Mais aujourd'hui, il n'y a ni un plan d'aménagement au niveau du littoral, vous avez une construction anarchique, vous avez des espaces qu'on ne comprend pas comment les gens ont pu obtenir autant d'espace pour construire des résidences ou les revendre. Mais il y a une proposition sur la table aujourd'hui, par exemple la plateforme environnementale. Vous avez un plan d'action ou quelque chose du genre? D'abord, vous savez, dans toute lutte, d'abord, il faut un engagement volontaire. C'était un engagement citoyen. Il y a des mesures, il y a une plateforme qui est là, qui écrit pour faire le suivi avec ce que le président de la République avait décidé. Ce qui n'existe pas, c'est qu'au niveau de l'État, il n'y a pas cette volonté de prendre des mesures idoines pour cesser la construction sur le littoral. Parce qu'il suffit d'amener cette loi sur le littoral pour vraiment casser cette dynamique-là de l'accaparement de la corniche jusqu'au virage. Donc vous n'avez absolument plus d'air à Dakar à cause de cet accaparement-là. Les gens continuent de lutter, les gens individuellement écrivent ou collectivement le font. Et je parlais de la plateforme de l'environnement pour la réappropriation du littoral qui a proposé pour les constructions qui sont là et qui existent déjà, d'accord, qu'on puisse les taxer, qu'on puisse trouver d'autres mesures, mais pour l'existant qui est là, qu'on arrête l'État doit arrêter définitivement avec les mairies
de distribuer des permis de construire et de protéger sur le littoral là. C'est les premières mesures. Mais la volonté doit venir de l'État. On ne peut pas parler aujourd'hui de pays émergents sans aménager le littoral et protéger l'environnement. Aujourd'hui, c'est des conditions sine qua non de développement aussi. L'environnement est un facteur de développement. Et si vous n'avez pas un environnement sain, vous n'aurez pas cette population. On l'a mis même dans la Constitution aujourd'hui. On ne peut pas voter dans la Constitution qu'on a besoin d'un environnement sain, et surtout pas pour nous, mais pour les générations à venir, pour nos enfants, sans pour autant prendre des mesures innovantes tout de suite pour protéger le futur. Et ça, c'est l'obligation même de l'État et des collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, ça devient réellement un problème de santé publique. Il y a la pollution de l'air, la régulation vient de l'air marine, mais si elle n'accepte pas, les populations sont prisonnières de ce qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez des malaises, vous voyez des maladies qui viennent de partout, alors que le problème fondamental, c'est qu'on ne veille pas à la pollution et à la préservation de notre espace. Madame Seck, il y a certes la pollution et tout, mais aussi il y a les activités économiques. Parce qu'il y avait des femmes qui étaient tout autour du littoral, qui faisaient des activités comme la vente des poissons et comme ça, mais qui n'ont plus à faire, elles ne peuvent même plus se permettre d'aller là-bas. Les activités économiques, elles sont souvent difficiles à cause de plusieurs facteurs. Par exemple, on peut parler de l'érosion côtière, les changements climatiques, les questions de pollution des déchets solides. Les changements climatiques, parce que ça affecte les infrastructures de pêche. Vous allez à Saly, par exemple, le quai de pêche est à l'eau. Le littoral de la Corniche, il y a peut-être ces problèmes liés à l'érosion côtière, au changement climatique. Mais si vous prenez un exemple de la mosquée de la Divinité, là, il y a moins de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en mer, on a mis des brise-lames qui permettent au littoral d'être réengraissé et d'avoir une plage où les pêcheurs peuvent s'accoster. Au niveau de Soumbédioune, vous n'avez pas ce problème, parce que les îles de la Madeleine sont, n'est-ce pas, un brise-lames naturel. Mais bon, si vous parlez de l'impact de ces maisons sur les activités économiques, c'est normal, parce que les rivages a été exploité, c'est un accaparement par des gens nantis qui ne respectent plus rien, mais la plateforme environnementale, n'est-ce pas, qui est dirigée par Mokhtar Ba, est une plateforme où nous tous, nous sommes membres, où nous avons essayé, n'est-ce pas, de faire un plan d'action. C'est peut-être, vous ne nous avez plus vus sur casser des murs, mais nous sommes en train de travailler avec le ministre des Finances. Monsieur Si, la loi sur le littoral revient souvent. Monsieur Sangourou, il l'a souligné tout à l'heure. C'est ce qu'il nous faut en fait comme solution pour régler le problème de l'érosion côtière. C'est l'une des solutions, c'est-à-dire d'abord l'arrêt. Et comme Mme Moregana vient de le dire, là on peut parler de l'Office national pour le littoral, pour voir aussi comment vraiment faire le monitoring du littoral et voir comment l'exploiter. Le problème, c'est que depuis 2013, lors du forum du PRCM, c'est le Premier ministre du temps, Aminata Touré elle-même, qui avait pris l'engagement devant le forum qu'on allait voter la loi sur le littoral. Ils sont venus à l'Assemblée nationale, le gouvernement avait pris l'engagement de voter la loi sur le littoral. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, on a demandé, c'est entre le secrétariat de la présidence, c'est entre le ministère de l'Environnement, c'est entre tel ministère, ils sont en train d'examiner. Mais au moment où la loi va arriver au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'aurez plus de littoral. Mais pourquoi ce blocage? Mais ce blocage-là, personne ne peut vous dire pourquoi ce blocage-là. Et comme on vient de l'entendre, mais parce qu'il y a des gens nantis. On parle d'hectares, il faut demander combien coûte l'hectare là-bas. Pourquoi les gens bloquent? C'est parce qu'il y a un intérêt économique là-bas. Et c'est d'utilité publique normalement. Cette utilité publique-là, ça veut dire que c'est pour tout le monde, c'est pour vous-même, c'est pour moi, c'est pour elle, c'est pour tout le monde. Mais si quelqu'un s'accapare 2000 m² et va à la banque, dépose ses 2000 m², mais il a des milliards. En un coup d'œil, vous devenez riche. Et donc, vous devenez riche sur le dos de tous les Sénégalais qui doivent bénéficier de l'espace public, de l'eau, de la mer. Quelqu'un qui habite auprès de la mer aujourd'hui s'il ne peut pas se dire que moi j'ai ce privilège-là par rapport à quelqu'un qui a Grand Dakar ou d'autres. Non, parce que comme vous voulez le soleil, le jus d'orange, vous voulez vous lever devant le soleil le matin, vous couchez avec vos enfants devant la mer le soir, tous les Sénégalais le veulent. Mais il y a au moins la décence, la morale que nous devons partager, à savoir
cet espace-là nous appartient à tous. Il doit bénéficier à Cheikh Omar, il doit bénéficier à Oregana, il doit bénéficier à Docteur, il doit bénéficier à tout Sénégalais lambda qui doit accéder à la mer, qui est un bien que Dieu a créé pour nous tous. Nous en arrivons au thème de notre émission. La journée mondiale des océans a été célébrée au Sénégal, mais elle a été plutôt célébrée par la société civile. On va faire un tour de table pour que chacun me donne son avis. Est-ce que ça doit toujours se passer ainsi ou bien si l'État a sa part de responsabilité sur ça? Le ministère en charge de la pêche et de l'économie maritime devrait peut-être organiser une cérémonie nationale pour la journée mondiale des océans. Mais en général, au Sénégal, on célèbre toujours la journée mondiale de l'environnement, le ministère de l'Environnement. Mais comme l'océan est devenu une priorité au niveau mondial, parce qu'on a vu que les océans agissent sur les changements climatiques. Parce que les océans permettent de réguler la température mondiale. À la COP 21, on a mis en place un programme qui s'appelle le Blue Ocean Partnership. C'est le partenariat pour les océans bleus. Ou bien le Top 20, c'est les 20 pays qui s'intéressent à la question des océans. Et je pense que c'est aux Comores qu'il y aura la prochaine réunion sur le Top 20. Comment les pays dont l'économie est basée sur la mer devraient protéger leurs océans. Ici, la solution parlementaire. Bon, la solution parlementaire, comme elle vient de le dire, c'est qu'il faut que les ministères concernés, que ce soit le ministère de l'Environnement, que ce soit le ministère des Pêches et quelques autres ministères, prennent en compte la journée des océans. Vous savez, les océans aujourd'hui, on a eu à le dire lors du panel, comme vous prenez le Pacifique, il y a une grande plaque qui se trouve au Pacifique qui fait 3,4 millions de mètres carrés. La taille de l'Inde aujourd'hui, comme le professeur l'avait dit, la dernière docteur, ça fait 10 fois la taille de la France. Cette même plaque aujourd'hui, on la retrouve plus ou moins dans l'océan Atlantique, à des degrés moindres, c'est-à-dire vous avez 6000 points, 6100 points, où vous avez 10 000 mètres carrés de déchets, ce qui est énorme. Et donc, il faut veiller aujourd'hui à ce qu'on puisse avoir un système de recyclage de nos déchets pour que ça n'arrive pas en mer. Aujourd'hui, on a la capacité, on a la technologie. Il faut travailler au recyclage de ces produits, surtout les plastiques. Et aujourd'hui, conscientiser les populations que les océans sont vraiment une source de vie. Monsieur Sangouri, les recommandations du PCRNM pour la protection des océans. En fait, je pense que pour protéger l'océan, il faut d'abord connaître l'océan, connaître les services qu'il offre aux communautés, connaître les ressources qu'il produit, qu'il fournit. Et là, on voit déjà très clairement qu'à travers la pêche, il fournit donc une contribution importante à la sécurité alimentaire des populations. Mais on oublie qu'il fournit aussi de l'oxygène. 50% de l'oxygène fourni dans le monde que nous respirons est fourni par les océans, et qu'il absorbe le gaz carbonique. Le tiers du gaz carbonique est absorbé qui est émis dans la planète. Donc, il contribue à l'atténuation au changement climatique. Mais lui, il est menacé. Malheureusement pour lui, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'a pas d'électeurs que nous allons courtiser tous, et donc pour pouvoir le protéger. Et il est laissé pour son compte. Surtout, une grande partie de l'océan aujourd'hui n'est pas régie par une juridiction internationale. En dehors des zones qui sont rattachées au pays, il y a 70% des océans maintenant qui ne sont pas gouvernés. Ce qui manque, c'est une gouvernance mondiale pour l'océan. Déjà, et une lutte donc contre la pêche INN et d'une manière générale contre la criminalité dans les océans. Et ça fait partie maintenant, c'est une zone qui fait l'objet d'une criminalité donc importante. Et donc nos gouvernements sont appelés à collaborer entre eux. Je suis sûr et certain que chacun travaille de son côté, que les ministères sont comme la société civile, sont en train de travailler et devraient aussi à trouver des solutions. Tout le monde travaille et la société civile ne fait que compléter ce que le gouvernement est en train de faire. Mais je pense qu'on doit tous travailler ensemble, à la fois entre les parties prenantes concernées, mais aussi entre les pays voisins, parce qu'il y a des ressources partagées, il y a des défis communs. Quand on sait que nos pays ont des capacités faibles,
Et donc, cela nous oblige à travailler ensemble et collaborer pour protéger notre bien commun qui est cet océan. Et en collaborant que l'État et la société civile pourront arriver à vraiment lutter contre l'érosion côtière. Sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Sàmm Li Ñu Bokk. À bientôt.